Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on retourne à la découverte des classiques des films d'animation Disney. Bon ok, je triche un peu parce que normalement, après La Petite Sirène, il y a Bernard et Bianca au pays des kangourous. Donc une suite des aventures de Bernard et Bianca de 1977. Mais bon, j'aurais pas grand chose à vous dire de plus que pour le premier. Alors passons au prochain classique, un film de 84 minutes, sorti le 13 novembre 1991, et un an plus tard en France, soit le 21 octobre 1992. J'ai nommé La Belle et la Bête. Qui ne connaît pas ce classique? L'histoire de Belle, une jeune femme qui passe ses journées à lire. Belle, fille de Maurice, un inventeur, qui un jour se perd dans la forêt, se fait poursuivre par une meute de loups et finit par se réfugier dans un château. Ce qui ne plaît pas à la bête propriétaire du château, qui le jette dans un cachot. Belle décide alors d'être prisonnière à la place de son père, et commence alors une histoire des plus romantiques, à la découverte de la malédiction de la bête et des habitants du château. Ce serait beaucoup trop long de faire un tour des personnages emblématiques, mais on peut bien évidemment citer Gaston, Lumière, Madame Samovar et son fils, Big Ben, Le Fou et bien d'autres encore. Allez, c'est parti! A l'origine, La Belle et la Bête, c'est une idée d'adaptation de conte populaire évoquée par Walt lui-même après le succès de Blanche-Neige en 1937. Mais Walt va abandonner l'idée parce qu'il pense que ce serait du trop gros boulot, irréalisable pour le moment. Mais en 1980, il y a cette volonté de reconquérir le public, parce qu'on l'a vu, les studios n'ont pas vécu leur meilleure période, et Michael Eisner, le PDG, va décider de relancer ce projet pendant la production de La Petite Sirène. De base, on part sur un film dirigé par Richard Williams dans un studio de Londres. Williams, si vous ne connaissez pas son nom, c'est le directeur des parties animées de Qui veut la peau de Roger Rabbit, par exemple. Mais en fait, Williams, il refuse ce projet, voilà. Mais à la place, il va conseiller quelqu'un d'autre, qui s'appelle Richard Purdom. Peut-être parce qu'ils ont le même prénom. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut paraître un choix étrange, puisqu'à ce moment-là, ce Richard n'avait pas beaucoup d'expérience. Mais il va tout de suite accepter et collaborer avec Linda Woolverton, une jeune scénariste, pour développer cette histoire. Donc on a une production là qui est assez intéressante, parce qu'elle commence avec des jeunes dans le monde de l'animation, et aussi elle ne se fait pas dans les studios aux États-Unis, alors que c'est quand même un gros projet. La raison en fait est simple, la société avait demandé à Jeffrey Katzenberg, le directeur des studios, de mettre un coup d'accélérateur sur le nombre de productions pour sortir un film par an. Le pari est d'ailleurs tenu depuis Oliver et compagnie en 1988. Donc d'un point de vue financier, ils se sont vus obligés de délocaliser leur production et de parier entre guillemets sur des jeunes talents. Et au final, ce n'était pas une mauvaise stratégie, puisqu'avant, pour créer un film, il y avait des storyboards qui impliquaient d'avoir beaucoup d'animateurs à temps plein en même moment. Et là, ils ne font plus que commander un scénario, ce qui va mettre de la fraîcheur et un renouveau dans le type de cinéma d'animation Disney. Bon, ils vont travailler 2 ans sur ce scénario, nos petits jeunes, et en 1989, Disney va dire non, ça nous plaît pas, sorry. Du coup, il va y avoir un réarrangement qui fait que notre petit Richard là, il va quitter le projet, ciao bye bye. En même temps, quand tu travailles 2 ans sur un truc et qu'on te dit non, bon, je comprends. Mais Linda, elle tient bon. Elle continue d'être là avec l'évolution du projet et l'arrivée de Kirk Wise et Gary Trousdale à la réalisation. Par contre, ils vont arrêter la production à Londres pour la rapatrier en Californie. C'est pas à côté, mais bon, le rêve américain, tout ça. Katzenberg, pour avoir l'équipe la plus parfaite, décide alors de faire intervenir Howard Ashman et Alan Menken à la création musicale. On avait déjà parlé de ce duo parce que le triomphe musical de La Petite Sirène, c'est grâce à eux. On a donc un futur film qui va se dessiner un plus précisément parce que c'est décidé, il sera musical, encore un truc inspiré de Broadway, et surtout qui sera vraiment basé sur l'histoire et la narration. L'équipe est alors au complet avec une scénariste, 2 réalisateurs et 2 compositeurs, pour pouvoir finir cette création. Il est à noter quand même que cette histoire de scénario, c'est assez inédit dans un Disney. Parce qu'avant, les histoires se développaient pas comme ça. Elles se développaient surtout avec les animateurs autour des animateurs qui faisaient un travail de recherche. Au final, on a un film qui a quand même beaucoup de similitudes avec le film de 1946 de Jean Cocteau, parce qu'on va retrouver les objets animés du château, le méchant Gaston qui veut épouser Belle. On retrouve aussi la bête qui paraît dure, mais au final a un grand cœur et cache une histoire bien plus compliquée. Avec ces similitudes, Disney ne se cache pas de vouloir se rapprocher de la culture européenne, et même de la France, puisque Jean Cocteau était français et que l'histoire de La Belle et la Bête se passe en France. Grâce à ça, on a aussi des personnages
personnages principaux qui sont bien plus développés que d'habitude. Belle est une femme forte qui se bat seule, qui refuse d'être obligée de faire quelque chose, ce qui contraste avec d'autres princesses qu'on a pu voir avant. La critique la considère d'ailleurs comme la première princesse libérée, 20 ans avant Elsa. Mais Elsa est peut-être encore plus libérée parce que pour l'instant elle prouve qu'une princesse, même une reine, n'a pas forcément de besoin de prince charmant pour exister. Bref, c'est un film qui a beaucoup de qualité et qui étonne par ce côté moderne en 1991. D'un point de vue musical, on a des références aux compositeurs Camille Saint-Saëns avec le Carnaval des animaux pour rappeler le côté classique du film, mais à côté de ça, on a dès le début une scène musicale qui rappelle Broadway, mais qui rappelle également une opérette européenne. C'est un mélange de beaucoup de choses finalement qui appuient encore ce côté moderne et qui marche. Pour l'animation en elle-même, c'est aussi une révolution, avec l'utilisation de l'outil CAPS, un outil qui est développé par Pixar, déjà le rapprochement là. En fait, c'est de l'animation par ordinateur, pour faire simple, qui avait été un petit peu utilisé pour La Petite Sirène et beaucoup plus pour Bernard et Bianca au Pays des Kangourous. C'est une technique qui permet de reproduire les techniques manuelles, mais du coup en manuel qui sont plus longues et plus coûteuses. Ils peuvent aussi reproduire la profondeur de la caméra multiplane. Ils peuvent refaire tout ça, mais sans limite technique. Et plus rapidement. Pour illustrer cette nouvelle technique, on n'a qu'à regarder la scène de la valse, qui a été faite en un temps record grâce à cette technologie, et en plus avec moins d'argent. Gain de temps, économie, et on voit vraiment ce mélange entre la 3D et l'animation traditionnelle. Tout ça pour un échec énorme. Non, je rigole, fini les échecs, La Belle et la Bête a été vraiment un succès historique, comme La Petite Sirène avant lui. On confirme encore une fois le nouvel âge d'or des studios, après tant d'années de galère. Personnellement, il fait partie des films qui ont bercé mon enfance. J'adore aussi la version de 2017 avec Emma Watson. J'adore les chansons. C'est dommage qu'à Disneyland Paris, il y ait très peu de références à ce film. On voit Belle souvent, oui. Il y a beaucoup de références dans les spectacles. Mickey le magicien, Illumination. Au Disneyland Hotel, maintenant, il y a le restaurant, la table de lumière. Mais c'est peu comparé à d'autres Disney du monde qui ont des parties de land entières immersives consacrées à La Belle et la Bête, avec aussi des attractions entières. Je trouve que c'est un peu bizarre le choix de pas avoir d'attraction sur ce thème, alors que c'est quand même un film qui se passe en France et qu'il y a quelque chose de volontaire de se rapprocher de l'Europe avec la création de ce film. C'est un peu comme s'il n'y avait pas d'attraction Ratatouille en France, quoi, c'est pas logique. Mais on ne sait pas, hein, ça peut peut-être arriver dans le futur. C'est beau de rêver. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce film? En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. En attendant, je vous fais des gros bisous. Cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.